Alors, pour la suite donc, de cette vidéo, nous allons examiner les questions classiques qui peuvent vous être posées en entretien par le jury, puisqu'à la fin de votre présentation initiale, le jury va vous poser des questions. D'abord, il faut laisser au jury la possibilité de vous poser des questions. Cela signifie qu'à la fin d'une explication, vous pouvez marquer un moment de silence. Vous devez conclure vos phrases. Vous entendez que cette phrase se conclut. Et donc, vous ne devez pas rentrer dans ce qu'on appelle un tunnel. Un tunnel, c'est quelqu'un qui, face à une question, rentre dans une série d'explications de plus en plus lointaines, de plus en plus développées, qui part d'une explication pour arriver à une anecdote qui elle-même se continue sur les apports qui d'ailleurs sont intéressants dans les fonctions, puisque dans la fonction de commercial que je souhaite exercer, et d'ailleurs ça me fait penser à, vous comprenez un petit peu l'idée. Bon, donc évitez ceci, ça c'est très important, laissez des moments de respiration. Face à une question, sachez déjà que vous pouvez tout à fait garder un temps de respiration. Vous n'êtes pas obligé de répondre du tac au tac. Vous pouvez réfléchir. 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, tout dépend de la difficulté de la question. C'est une question de réflexion, vous pouvez presque rester jusqu'à 5 ou 6 secondes silencieux, parce que vous réfléchissez à ce que vous allez dire. Ne répondez pas trop rapidement, parce que quand vous répondez trop rapidement, souvent, vous répondez de façon trop unilatérale, univoque, et cela ne donne pas toujours de bons résultats. Alors, quelles sont les différentes questions possibles? D'abord, les premières questions classiques, c'est des vérifications de cohérence, c'est-à-dire, vous avez présenté un certain projet, on va vous demander d'en dire un petit peu plus alors sur les métiers, les qualités, le secteur, puisque vous avez parlé du marketing, on va vous poser quelques questions sur l'évolution du secteur aujourd'hui, comment vous voyez les choses. Alors c'est pas vraiment un secteur, c'est une fonction d'ailleurs, le marketing en l'occurrence, mais dans tel ou tel, peut-être vous voulez faire du marketing du luxe, alors on va vous interroger un petit peu sur le luxe, les grandes tendances aujourd'hui, les principaux acteurs, etc. Alors, cohérence, ça peut être quelques questions de connaissances qui sont liées à la cohérence de votre projet. Donc là, il va falloir développer un petit peu plus vos expériences, peut-être aller un peu plus en détail dans le SEMARA qu'on avait vu tout à l'heure, contexte, mission, action, résultat, apport, pour montrer en quoi vos expériences ont été intéressantes, etc. Les questions ouvertes sur son expérience, ça se rejoint un petit peu. On va vous demander d'en dire plus, tout simplement. Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler de votre stage de ceci, cela, de votre expérience? Vous avez écrit dans... Alors, ça peut être aussi... le jury peut prendre comme support votre CV ou votre lettre de motivation. Nous avons vu que vous avez parlé des populismes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le populisme? Qu'est-ce que le populisme, par exemple? Ou alors, vous avez parlé, admettons, de l'Islande, parce que vous êtes allé en Islande. Et alors, on va vous poser des questions qui sont qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité en Islande récemment? Ou bien, qui est le Premier ministre islandais? Alors, si vous connaissez le nom du Premier ministre islandais, un truc avec un son à la fin, je ne me souviens plus moi, mais si vous avez fait un stage en Islande, eh bien, vous devrez connaître évidemment tout ce qui est lié à vos expériences. Alors ici, il s'agira d'avoir des connaissances précises sur tout ce dont vous avez parlé et sur tout ce qui peut être précisé dans votre CV. Si vous parlez, par exemple, d'un voyage en Chine, dans lequel vous avez eu l'occasion de découvrir la culture chinoise, vous ne pouvez pas être sec sur la question « Citez-moi 2 auteurs de littérature chinoise classique qui vous ont marqué ». Alors ça peut paraître une question qui est très difficile, mais quelqu'un qui n'est jamais allé en Chine, on ne lui posera jamais cette question. Si vous avez écrit dans votre lettre ou dans votre CV que vous êtes intéressé par la culture chinoise, vous devez avoir des titres, vous devez avoir des auteurs, vous devez avoir un peintre, éventuellement un musicien, éventuellement... bref, un peu ce qui vous intéresse si vous voulez, mais il faut aller creuser un petit peu pour que sur chacun des sujets, vous ayez de la matière. Parce que quand vous allez avoir de la matière, vous allez pouvoir, en quelque sorte, répondre de façon solide aux questions du jury. Alors que, précisément, si vous dites que vous êtes intéressé par la culture américaine, parce que vous postulez dans tel ou tel parcours, tel ou tel projet, tel ou tel double diplôme ou autre, et qu'on vous demande quel est votre auteur américain préféré, et que vous ne savez pas répondre à cette question parce que vous n'avez aucun, eh bien, on verra que finalement votre projet n'est pas tellement cohérent et surtout qu'il n'est pas vraiment sincère. Et donc là, c'est très important de préparer ça. D'abord, peut-être, ça vous permet de réfléchir à qui êtes-vous vraiment? Je veux dire, la sincérité, ça se construit dès le début, donc qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? En quoi est-ce sincère? Okay, donc réfléchir ici d'abord en amont à votre projet. Est-ce que c'est vraiment votre projet? Est-ce que c'est cohérent? Bon, une fois que vous êtes sûr de votre projet et que vous l'avez vraiment construit, il va falloir aller chercher vous-même les connaissances pour que vous ne soyez pas sec sur les questions du jury. Maintenant, lorsqu'on vous pose une question de connaissance, il ne s'agit pas du tout d'un examen. Donc il faut bien comprendre que si je vous demande par exemple, quelle est la date du référendum sur le Brexit, et vous répondez le 23 juin 2016, c'est bien. Mais c'est pas vraiment comme ça que vous allez réussir à impressionner le jury, entre guillemets, ou en tout cas avoir une bonne qualité d'échange. À la suite de l'accord
entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, la date du référendum a été fixée au 23 juin 2016. Au moment où cette vidéo est tournée, nous sommes en avril 2016, donc on pourrait dire, par exemple, et vous vous adapterez à n'importe quel autre événement, vous pourrez dire, c'est donc dans un peu plus de 2 mois, un peu moins de 2 mois, pardon, ce référendum est très risqué pour la Grande-Bretagne, car aujourd'hui, le Premier ministre David Cameron, qui soutient le oui au référendum, s'est trouvé en difficulté avec l'affaire des Panama Papers, et je pense que ceci aura une influence sur le résultat du référendum du 23 juin. Vous voyez en quoi cette réponse un peu plus détaillée, un peu plus construite, tout en restant brève, va vous apporter plus de points qu'une réponse simplement de connaissance. Parce que si vous répondez connaissance, on peut vous interroger et vous en demander toujours plus. Qui est le Premier ministre islandais? Vous répondez. Et qui est le ministre de l'Intérieur? Vous répondez. Et ministre de la Culture? Évidemment, vous ne saurez pas à un moment. Donc le jury va toujours finir par vous avoir sur les questions de connaissance. Donc au contraire, plutôt que de répondre de façon simplement académique, essayez de profiter de ces questions de connaissance pour pouvoir développer des éléments de réflexion, c'est-à-dire entraîner le jury vers votre propre terrain. Vous pouvez tout à fait dresser des parallèles entre des questions qu'on vous pose et vos propres expériences. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de, et hop, vous embrayez sur une expérience dont vous avez envie de parler. Si vous mettez le jury sur votre propre terrain, vous aurez beaucoup plus de chances de répondre de façon convenable, de façon justifiée, de façon précise aux questions et de façon convaincante que si, évidemment, vous êtes sur le terrain du jury. Dites-vous bien une chose, le jury est quasiment omniscient. Vous avez 2 personnes ou 3 personnes, ils ont en général 30 ans de plus que vous, 20 ans, 10 ans, ça dépend des cas. Ils ont beaucoup d'expérience, ils ont vu beaucoup d'élèves, ils lisent la presse, ils ont parfois du temps, parfois moins, parfois ils ont eu des expériences professionnelles très diverses, ils sont enseignants, ils s'intéressent à beaucoup de choses. Si vous dites que vous parlez hébreu, c'est pas parce que devant le jury vous avez 2 personnes dont vous ne pouviez pas soupçonner qu'elles parlent hébreu ou chinois ou n'importe quoi, et ben pas de bol. Dans le jury, hop, vous avez une personne, ah bah pas de chance, j'ai fait 10 ans d'hébreu, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire en hébreu? Si vous ne savez pas parler hébreu, évidemment ça va poser problème. Et ça sera vrai pour n'importe quoi en fait. Le jury, il connaîtra quelque chose sur à peu près tous les sujets que vous mentionnerez. Donc à partir de là, si vous-même vous avez des connaissances, ce sera plus précis. Bon. Alors ensuite, des questions classiques, ce sont des questions sur votre ouverture. C'est-à-dire, finalement, on va vous demander vos passions, on va vous demander est-ce que vous aimez lire, est-ce que vous aimez aller au cinéma, quelle est la dernière exposition que vous avez vue, quel dernier livre que vous avez vu, quel est votre livre de chevet. Le livre de chevet, j'en profite pour vous expliquer que ce n'est pas le livre que vous êtes en train de lire, mais le livre qui vous a structuré, qui vous a marqué. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être la Bible, ça peut être Le Petit Prince, ça peut être extrêmement divers. Ça peut être un livre de philosophie, ça peut être... Bref, trouvez quelque chose, un livre qui vous a vraiment marqué. Alors à ce moment-là, vous allez pouvoir raconter des choses. Et c'est là où ça va devenir intéressant. C'est là où vous allez transposer le terrain académique du jury, vous allez le transposer sur un terrain culturel, où vous allez pouvoir échanger. Et là, c'est là où vous allez marquer le plus de points. Si vous arrivez à faire en sorte que la discussion porte sur vos passions, sur des œuvres, sur de la littérature, de la peinture, etc., vous allez gagner des points dès lors que vous faites voyager le lecteur, ou en l'occurrence ici, le jury, et que vous lui montrez en quoi ce livre vous a apporté quelque chose. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Ça fait partie des questions classiques, évidemment. Questions classiques, ce sont des questions qu'il faut préparer. Vous ne pouvez pas arriver à un entretien et ne pas savoir quel est le dernier film que vous avez vu. Parce que, évidemment, peut-être que vous en souvenez plus. Quand on vous demande quel est le dernier livre, quel est le dernier film que vous avez vu, on veut savoir si vous avez retenu le nom du réalisateur, le nom du film évidemment, les principaux acteurs, bon. Mais surtout, est-ce que vous êtes capable de l'expliquer, de l'exposer? Est-ce que vous êtes capable d'en faire une analyse? Est-ce que vous êtes capable d'expliquer au jury pourquoi le film vous a plu? Ou, encore mieux peut-être, pourquoi il ne vous a pas plu? Parce que si vous expliquez en quoi le film vous a gêné, vous allez rentrer dans une analyse, dans une discussion, et c'est là où vous allez montrer une vraie valeur. Et vous pouvez prendre n'importe quel film, il faut bien comprendre, on ne va pas vous juger sur le film que vous avez vu. Si vous dites, le dernier film que j'ai vu, c'est La Reine des Neiges de Walt Disney, ce n'est pas grave, parce que dès lors que vous allez réussir à avoir une analyse précise sur ce film, vous pouvez dire, voilà, ce film, je l'ai trouvé particulièrement intéressant, parce que, pour la première fois dans l'histoire des Disney, le personnage central est une femme, bien sûr, est une princesse, mais ce n'est plus la princesse comme avant, qui est faible et qui va se faire sauver par le personnage masculin qui rentre, ou en quelque sorte la princesse est dans cette relation de dépendance
avec le mâle qui est fort, qui protège la femelle qui est faible, par exemple dans Le Roi Lion ou ce genre de choses. Mais ici, le rapport est totalement inversé, c'est-à-dire que c'est le personnage central qui, au contraire, fait preuve de très grande force. Il y a une forme de libération. Moi, j'ai trouvé assez intéressante cette scène où la Reine des Neiges se libère, parce que quand elle se libère de finalement... Vous voyez ? Je ne termine pas parce que ce n'est pas forcément nécessaire, mais vous voyez en quoi n'importe quel film, n'importe quel, et j'en prends vraiment un facile pour vous montrer que ça n'a pas de rapport avec l'intérêt du film, que vous pouvez, à partir d'un film, mobiliser des analyses, des jugements, ce qui vous a plu, ce qui vous a gêné. Si vous dites que quelque chose ne vous a pas plu, c'est excellent. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai eu un candidat il n'y a pas très longtemps qui nous a parlé du Musée de l'Homme. Et il nous a dit, voilà, le Musée de l'Homme, dans sa version nouvelle, ça m'a un petit peu gêné. Parce que j'ai trouvé que, d'une part, il y avait un vide au niveau des collections qui m'a gêné, parce qu'une grande partie des collections du Musée de l'Homme est partie au musée du Quai Branly, musée des Arts Premiers, et aujourd'hui, on se retrouve avec de grands espaces, avec pas suffisamment de densité d'œuvres. Une deuxième chose qui m'a gêné, ça a été cet aspect toujours trop ludique, où on essaye, de façon que je trouve artificielle, de mélanger, pour intéresser les plus jeunes, les aspects ludiques, les aspects nouvelles technologies, vidéo, écran, etc., et qu'on finit par y perdre un peu les œuvres. Donc moi, je me suis retrouvé un petit peu gêné. Vous voyez ? Cette analyse-là, elle est bien meilleure que l'analyse qui consiste à dire « je suis allé au Musée de l'Homme et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et enrichissant de voir la culture de l'homme à travers les siècles ». Comprenez pourquoi ? Parce que vous avez fait une analyse, parce que vous avez été dans l'échange avec le jury et que vous avez fait quelque chose de personnel, de convaincant. C'est ça qu'il va falloir réussir à faire autour de vos expériences. Et ça se prépare. Alors vous avez ensuite toutes les questions classiques, au-delà des questions sur votre ouverture, dernier film, dernier livre, etc., qui sont quelles sont vos qualités, vos défauts, quel est l'homme politique que vous admirez le plus, etc. Ces questions classiques, on vous a mis... Alors pour nos élèves, bien sûr, vous avez un intranet, vous aurez des polycopies, etc., des supports avec tout un tas de questions classiques à préparer. Il va falloir faire ce travail en amont pour que le jour de l'entretien, vous ne soyez pas sec et quand vous demande vos qualités et vos défauts, deux qualités, un défaut que vous n'avez pas ou des questions dans le genre, vous sachiez répondre parce que vous avez préparé tout simplement. Deux dernières questions classiques. Les questions d'actualité, les questions de réflexion. J'ai oublié aussi un dernier point qui sont les questions sur vos valeurs. Les questions d'actualité. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité ? Alors, ça aussi, ça ne tombe pas à tous les euros, mais ça peut tomber. Il va falloir que vous vous prépariez à cette question et que vous trouviez un élément d'actualité qui ne soit pas l'élément dont tout le monde parle. Donc par exemple, au moment de la fusion, des affaires de fusion entre Alstom, General Electric, Siemens, tout le monde nous a parlé de ça. Au moment de la grève d'Air France, tout le monde nous a parlé de la grève d'Air France. La grève à Radio France, on en entend parler tout le temps quand c'était le sujet. Maintenant, c'est la loi travail et tous les élèves nous parlent de la loi travail. C'est insupportable. Vous ne devez pas nous parler de la loi travail. C'est extrêmement pénible pour le jury. Ça va faire la 15e fois qu'ils entendent parler de cette loi. Non. Ce qui vous a marqué dans l'actualité, c'est un point peut-être un peu plus original, un peu plus précis. Ça ne doit pas non plus verser dans un élément d'actualité qui soit complètement sur votre passion, parce que ça montrera une fermeture intellectuelle vers ce qui vous intéresse vous. Non, vous devez montrer une certaine ouverture. Alors choisissez, suivant votre public, une actualité qui a un lien avec votre projet. Par exemple, si vous rentrez à Sciences Po, vous pourriez parler du Brexit. Si vous voulez rentrer dans une école de commerce, parlez peut-être d'un élément sur les entreprises, mais en évitant le projet de fusion avorté entre Bouygues et Orange. Par exemple, en ce moment, parce que, encore une fois, tout le monde va en parler. Donc choisissez un élément qui vous a marqué. La dernière fois, un candidat m'avait proposé l'intelligence artificielle avec les affaires de Google Car, de jeux de Go aussi, avec un ordinateur qui battait ou ne battait pas tel ou tel champion de jeu de Go. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une ouverture sur le jeu de Go, donc sur les jeux, donc sur une passion possiblement, des analyses qui peuvent être menées. Ça c'est intéressant. Okay ? Donc choisissez vraiment un sujet sur lequel vous allez avoir des choses à dire, des choses originales, des choses structurées. D'accord ? Pas un truc du style « je suis pour la loi travail car il faut plus de compétitivité en France » ou bien « je suis contre la loi travail parce que l'entreprise exploite trop les salariés aujourd'hui ». Non, tout ça est beaucoup trop manichéen, beaucoup trop simpliste. Donc choisissez de façon générale des sujets qui vous parlent, sur lesquels vous allez pouvoir développer des analyses diagnostiques intéressantes. Sur les questions de réflexion, on peut vous poser des questions de réflexion. Que pensez-vous de ceci? Que pensez-vous de cela? Êtes-vous pour ou contre? Etc. Alors là, il y a deux écueils à éviter. Le premier écueil, c'est de faire une non-réponse. Cette non-réponse, ça pourrait être quelque chose du style d'un point de vue ceci, d'un point de vue ceci oui, d'un point de vue cela non. Point de vue économique, point de vue social par exemple. Bon. Ça pourrait être aussi d'un côté, d'un autre côté. Vous ne prenez pas vraiment position. Non, on veut des gens qui s'engagent. On veut des gens qui prennent des positions.
D'accord? Donc, vous êtes tout à fait favorable à, ça c'est bien, parce que ça montre de l'engagement. Vous êtes tout à fait opposé à, pour telle et telle raison. Ça va être convaincant. Maintenant, le deuxième écueil, c'est justement de faire une réponse unidirectionnelle, unilatérale, boum! Alors, tout dépend des cas. Si, par exemple, vous êtes sur le terrain de vos valeurs et qu'on vous pose une question sur les valeurs, vous allez affirmer vos valeurs, comme dirait Kant, votre impératif catégorique. Et donc, vous êtes totalement en accord avec vos valeurs. Et vous n'allez pas dévier de vos valeurs. Des valeurs d'intégrité, d'éthique, par exemple. Ça, d'accord. Mais quand il s'agit de prendre position sur un sujet difficile, sur un sujet économique, un sujet social, une loi ou autre, eh bien, essayez peut-être d'avoir une réponse plutôt que de dire A. Essayez de dire « ma position est A », on pourrait penser B pour telle et telle raison, néanmoins je pense A car ceci, cela. Et ensuite de nuancer, c'est-à-dire une position. Ce n'est pas toujours facile à faire. Il va falloir vous entraîner sur divers exemples et puis vous entraîner aussi en situation, évidemment. C'est-à-dire, à la fois avoir une position affirmée, qui soit claire, vous répondez à la question posée. Hein. Comme disent de nombreux membres de jury, à qui on demande qu'est-ce qu'un bon entretien, la réponse est simple. C'est d'abord un candidat qui écoute les questions posées et qui répond aux questions posées. Ça vous paraît peut-être trivial, mais on entend beaucoup trop souvent des candidats qui n'écoutent pas la question du jury et qui répondent un petit peu à côté, un petit peu hors sujet. Okay ? Donc écoutez bien la question, répondez bien à la question, donnez votre avis. Évidemment, si on vous demande votre avis sur des choses vraiment très difficiles, vous avez aussi le droit de dire que c'est une question sur laquelle vous n'avez pas de réponse définitive. Mais ne dites pas la question est compliquée, la question est difficile. Non, vous donnez votre avis. Et votre avis doit être structuré, doit être argumenté, doit être convaincant, il doit être étayé par des exemples, des prises de position précises, et il doit être éventuellement nuancé. Et là, si vous faites tout ça, ça va être difficile pour le jury de vous attaquer, parce que, évidemment, si vous avez nuancé votre propos, il ne va pas pouvoir vous répondre exactement le contraire. Donc vous allez pouvoir vraiment avoir une réponse intéressante. Ok, la seule fois où on peut dire « je ne sais pas », c'est pour les questions de connaissance. Pour les questions de réflexion ou d'actualité, vous savez. C'est pas que vous savez, c'est que vous avez une opinion, vous avez des analyses. La seule chose à laquelle vous pourriez répondre « je ne sais pas », on vous pose une question, vous n'avez aucune idée, qui est le Premier ministre islandais, je ne sais pas. Néanmoins, regardez ce que vous pouvez faire. Si on vous pose une question sur quelque chose que vous ne connaissez pas, je vous pose une question stupide. Que pensez-vous de Bach joué sur des instruments anciens ? Si vous êtes un spécialiste de Bach, si vous aimez la musique, si vous êtes mélomane, vous saurez peut-être répondre à cette question. Mais la majorité d'entre vous ne saura pas répondre à cette question. Néanmoins, vous pouvez essayer d'être un petit peu habile. Alors, je ne suis pas un spécialiste de musique classique. Néanmoins, j'imagine que Bach, ça vient du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XVIe siècle. À vous, évidemment, d'adapter votre réponse. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Il ne faut pas commencer à dire que Bach, c'est au XVIe siècle si vous ne savez pas que c'est au XVIe siècle ou que c'est au XVIIe siècle. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Bon. Vous dites, on peut supposer que Bach a été conçu pour des instruments anciens, et que la question que vous me posez, c'est finalement l'intérêt de jouer Bach sur des instruments anciens comme ça a été conçu, ou peut-être de jouer Bach sur des instruments nouveaux, sur des instruments modernes. Donc la question que vous me posez, c'est aussi finalement la question du conflit entre les anciens et les modernes. Et là, vous allez pouvoir commencer à avoir une analyse, à avoir une discussion. Et vous savez pourtant rien sur la question. Vous voyez l'idée ? Donc vous pourrez vous en sortir. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas extraordinaire. En revanche, une question purement de connaissance, vous avez le droit de dire je ne sais pas. Mais c'est à peu près le seul cas. Très bien. Dernière question sur vos valeurs, j'en ai en fait déjà parlé. C'est qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez 10 millions d'euros au loto, par exemple. Alors là, évidemment, il va falloir montrer aussi une certaine ouverture aux autres. Pas seulement montrer que vous allez investir dans l'immobilier et donner de l'argent à votre maman. Hein, montrer en quoi vous allez être ouvert aussi. Bon. On peut vous poser des questions sur vos valeurs éthiques. Dans telle ou telle situation, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous allez franchir la ligne jaune ou pas ? Non, vous n'allez pas franchir la ligne jaune, évidemment. Vous avez vos valeurs, vous allez les affirmer et vous allez les expliquer. Très bien. Voilà pour les réponses aux questions du jury. Je voudrais en finir avec un élément global qui rassemble finalement la totalité de l'échange que vous allez avoir avec le jury. Il ne s'agit absolument pas d'être en contradiction, d'être en confrontation, d'être en défense ou d'être en agression avec le jury. Alors, les phrases à éviter. Comme je vous l'ai dit, ça veut dire « Attends, jury, tu me reposes une question, mais t'as vu, je te l'ai déjà dit avant, donc ça veut dire que tu m'écoutes pas, donc c'est agressif, donc il ne faut pas dire ça. » Comme c'est marqué dans ma lettre, comme c'est marqué dans son CV, c'est pareil, c'est à bannir, à proscrire définitivement. Ensuite, vous devez donc regarder bien sûr les deux membres de jury, vous devez ne jamais regarder sur les côtés, ne pas vous focaliser sur une seule personne, tout ça est assez classique, mais ça montre aussi votre
respect pardon, pour votre interlocuteur. En ce qui concerne les questions qu'on peut vous poser, ne répondez pas du tac au tac, ne répondez pas tout de suite « non, bah oui, quand même, d'accord ?» Vous voyez, dans une discussion, j'aime bien prendre cet exemple, dans une discussion politique, à table, avec des amis, comment ça se passe en général? Comment ça se passe à la fin? C'est-à-dire un observateur du débat, est-ce qu'il retient quelque chose de positif ou de négatif? Bah, vous savez bien, quand vous faites une discussion politique, il y en a un qui dit A, il y en a un autre qui dit B, l'autre il dit A', l'autre il dit B', c'est-à-dire ils disent à peu près la même chose, ils rentrent en confrontation comme ça, pour se défendre. Et le résultat, c'est que l'échange n'est pas très agréable à regarder, et finalement, on n'a pas été dans l'échange, on était dans la confrontation. Ça, c'est tout à fait à éviter. Ce qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus subtil, c'est non pas de regarder un débat politique entre deux adversaires politiques, mais de regarder peut-être un débat plus d'experts, un débat un peu plus culturel. Regardez des débats culturels à la télévision. Regardez des émissions avec Bernard Pivot, par exemple, ou ce genre d'émissions. Vous allez pouvoir voir beaucoup plus d'échanges entre les interlocuteurs, et le débat va pouvoir avancer. Et si vous réussissez à faire avancer le débat, en montrant vos opinions, en restant vous-même, en restant à votre place, en respectant le jury, sans être jamais agressif, sans monter le ton, eh bien, vous pourrez, et ça c'est avec la respiration que vous allez réussir à faire ça, vous allez pouvoir avoir un échange de réelle qualité avec le jury. Et comprenez-moi bien, c'est la qualité de l'échange qui va être évaluée. Ce n'est pas le propos simplement de l'échange, c'est en quoi vous avez réussi à transmettre. Alors, ne dites pas j'ai fait A, B, C, D, E, F pour vous présenter. Okay, parce que là, ça fait un peu menu et on ne reste pas dans l'échange. Au contraire, montrez les cohérences, les points les liens, si vous voulez, entre tous ces éléments, personnalité, parcours, projet. Répondez aux questions de façon précise, de façon calme, sans vous sentir jamais attaqué par le jury, même si parfois la question est un petit peu difficile parce qu'on vous pousse un peu dans vos retranchements. Justement, ne tombez pas dans le piège de l'agressivité, soyez toujours ouvert. Terminez évidemment votre propos en saluant les membres de jury, en restant toujours souriant. Merci beaucoup, je vous remercie pour cet entretien. Au revoir madame, au revoir monsieur. Toujours rester de toute façon très ouvert avec le jury. Parfois on vous demande, y a-t-il une question que vous voudriez poser au jury? Alors à ce moment-là, évidemment, si vous répondez non, c'est que vous n'êtes pas du tout dans l'échange, parce que vous n'êtes pas intéressé par votre interlocuteur. Au contraire, ayez en tête peut-être le jury, la présentation que le jury a fait de lui-même, comme ça vous allez pouvoir rebondir sur ce que vous a dit au début le jury. Un membre de jury travaille dans tel secteur, vous pouvez lui poser une question sur son secteur, vous pouvez lui poser une question sur l'école, vous pouvez poser une question, voilà, une question qui montre que vous vous intéressez à votre interlocuteur. Okay ? Enfin, soyez toujours maître de votre entretien. À chaque question, vous devez vous demander, est-ce que je suis en train de répondre sur le terrain que je souhaite, ou est-ce que j'ai pas oublié un élément ici qui était important? Éventuellement, une phrase qui est possible, c'est « Si vous me le permettez, avant de conclure cet entretien, j'aimerais beaucoup vous dire un mot de… » Très intéressant comme façon de faire, parce que si vous me le permettez, respect avec le jury, j'aimerais vous parler d'eux, ce qui veut dire que vous proposez quelque chose, au lieu de l'imposer, okay, et vous aimeriez parler au jury de telle expérience, parce que vous estimez que c'est important dans leur décision d'admission. Okay. Voilà, donc avec toute cette base, vous avez maintenant de quoi travailler votre présentation initiale, la cohérence de votre parcours, donc le choix réel des spécialités qui seront les vôtres, votre projet professionnel de façon tout à fait précis, argumenté, recherché et documenté. Vous devez faire un travail sur vous-même, vous devez faire un travail de connaissance autour de tous les sujets que vous aurez mentionnés dans votre entretien, le secteur, les activités extrascolaires, les pays dont vous avez parlé. Vous devez travailler sur les questions classiques, les qualités, les défauts, vos lectures, etc. Et puis, vous devez avoir préparé sur chacune de vos expériences le SEMARA. Vous devez avoir un fil conducteur dans votre entretien, même si c'est le jury qui pose les questions, vous devez toujours être capable de rebondir pour reparler de vos expériences ou de quelque chose dont vous n'avez pas parlé. Et encore une fois, être dans l'échange. Si vous faites tout ça, eh bien, en travaillant évidemment avec quelques entretiens blancs évidemment pour vous entraîner, vous devriez avoir une très bonne note. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite à tous de bien travailler sur ces éléments qui sont importants dans la préparation du jury. Et puis on aura l'occasion, j'espère, de se voir ici pour travailler ensemble les oraux et puis avoir quelques simulations avec des membres de jury compétents pour vous aider à travailler et à réussir votre oral le jour J. A très bientôt et bon travail à toutes et à tous.